Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet, ancien président de la BCE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Alors on a cette embellie heureusement qui gagne le monde, mais surtout l'Europe. L'inflation qui a atteint sur un an sa cible en zone euro de 2%. Est-ce que le temps est venu ou est-ce que c'est trop tôt pour retirer lentement mais sûrement, pas retirer, mais commencer un petit peu à penser à retirer tous les soutiens monétaires? C'est trop tôt encore une fois ou c'est normal de se poser ces questions-là? Les banques centrales raisonnent à moyen terme, elles ne raisonnent pas à ultra court terme. Donc si on prend le chiffre de 2% qui a été atteint, il est atteint avec une inflation noyau dur, si je puis dire, à 0,9%, 1%, et avec une énorme inflation, bien entendu, de l'énergie. Oui. Plus 13%, quelque chose comme ça. Donc c'est le mélange des deux qui fait les 2%. Mais le noyau central, il est encore à 0,9, 1%. Donc il n'y a pas le feu au lac? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas le feu au lac. Il faut regarder quelles sont les projections, quelles sont les anticipations d'inflation, parce que c'est ce qui compte pour la Banque Centrale Européenne. Elle va donc publier, comme vous le savez, aujourd'hui, ses anticipations d'inflation à 3 ans à peu près, et elle va publier aussi ses anticipations de croissance. Donc on va voir ce qu'il en est. Je m'attends à ce que la croissance soit plus robuste, parce que nous assistons en ce moment vraiment à un déploiement de la croissance aux États-Unis qui est inimaginable, et en Europe qui est substantiel, très substantiel. Donc la nuance sémantique est intéressante entre comment vous qualifiez la reprise américaine. Oui, parce que quand je regarde vous savez, l'index des directeurs d'achat, qui est vraiment ce qui vous donnait au mois le mois des indications les plus intéressantes. Aux États-Unis, c'est 68 pour mai, et chez nous en Europe, en zone euro, c'est 57. Donc vous voyez une énorme différence. Le dynamisme de l'économie américaine est fantastique, mais c'est aussi parce que dans le cycle des affaires, ils ont évidemment de l'avance, parce qu'ils ont de l'avance sur les vaccins. Ça joue un rôle essentiel. Et puis, il faut bien le dire, la politique macroéconomique américaine est ultra expansive, à mon avis beaucoup trop expansive, pour parler clair. Oui, leur déficit budgétaire, si vous voulez, est à 15 points l'année dernière et cette année. 15 points, c'est gigantesque. Oui, mais ils ont une croissance de 7-8%. Oui, d'accord, mais enfin, qui va payer les 15 points de produit intérieur brut, de dépenses le reste du monde, comme supplémentaires? Non, le reste du monde ne le fera pas indéfiniment. Et même les Américains eux-mêmes doivent s'en convaincre. Et puis, bien entendu, la Banque centrale elle-même est extrêmement accommodante. Et au total, quand vous regardez cet indicateur d'accommodation macroéconomique qu'est la balance des paiements courants, la différence là entre Europe et États-Unis est flagrante. L'Europe est trop précautionneuse, encore, c'est clair, avec 3% à peu près de PIB d'excédent, et les États-Unis, avec 3% de déficit, ne sont pas du tout, évidemment, précautionneux. Donc il y a une grosse différence entre les deux bords de l'Atlantique, si je puis dire. Et puis il y a ce hiatus entre ce qu'attendent les marchés, qui attendent, quand on les écoute, des hausses de taux, un tapering, le fait de continuer à acheter des actifs, mais en acheter moins tous les mois. Là, je parle aux États-Unis, 120 milliards par mois. Et il y a donc cet exercice qui est commun d'ailleurs à Jérôme Powell et même à la BCE, de chercher à convaincre les marchés qu'il est urgent d'attendre. Et donc on se dit que, vous l'avez vécu, l'exercice de communication, il n'est pas facile. Non, c'est jamais facile, et ce n'est jamais facile parce que, encore une fois, les banques centrales doivent raisonner moyen terme, moyen-long terme. Là où les marchés... Et les marchés, eux, raisonnent non seulement jour le jour, comme vous le savez mieux que personne, mais à l'heure, si je puis dire. Donc, effectivement, pour le moment, ce que les marchés redoutent le plus, c'est les hausses de taux d'intérêt. Et les banques centrales... Le tapering aussi. On sait que historiquement, ça a des effets sur les marchés. D'une manière générale, bien sûr, la moindre accommodation monétaire, qu'il s'agisse de l'acquisition de valeurs négociables sur les marchés, notamment des valeurs publiques, ou, bien entendu, les taux d'intérêt eux-mêmes. Mais s'agissant des États-Unis, les taux d'intérêt ne sont pas négatifs, ils sont un peu positifs. S'agissant de nous, on est dans un univers différent. Et comme vous le voyez il y a un instant, il y a une différence dans le développement du cycle économique, du cycle des affaires entre les États-Unis et l'Europe. Donc pour la Banque centrale européenne, effectivement, ce qui compte, c'est ce qui va se passer dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et surtout pour les deux, je dirais, puisqu'elles ont la même définition de la stabilité des prix, c'est-à-dire autour de 2%. Dans une perspective de moyen long terme, c'est l'ancrage des anticipations d'inflation qui compte. Aux États-Unis, on est à 4 sur le mois d'avril, sur 1 an.
Oui. 4, 3 Oui. encore. 3, Oui. enfin encore, pardon. Alors, si on enlève aux États-Unis, vous avez les matières premières. le même phénomène, évidemment, de hausse des matières premières, de hausse de l'énergie, qui joue aussi son rôle et qui leur donne beaucoup plus que nos 2%, bien entendu. Mais au total, ils sont réellement dans une économie bouillonnante, comme on dit. Et donc, ils doivent faire beaucoup plus attention au désancrage possible des anticipations d'inflation à moyen terme que les Européens eux-mêmes. Enfin, il y a les Européens, puis il y a l'Allemagne aussi, en zone euro. Il n'est pas impossible, certains économistes l'avouent, qu'on ait 4% d'inflation en fin d'année en Allemagne. Écoutez, moi, quand j'ai quitté la Banque Centrale Européenne, j'avais eu 4% d'inflation dans l'année 2011. Donc, il n'est pas anormal, à certains moments, quand vous avez les prix des matières premières et les prix de l'énergie qui montent beaucoup, d'avoir en effet des fluctuations en haut et en bas. N'oubliez pas qu'en Europe, on regarde l'indice des prix à la consommation et pas l'inflation noyau dur, si je puis dire. Ça, c'est un des problèmes d'ailleurs que la Banque Centrale Européenne aura à regarder, parce qu'il est clair qu'avec une inflation indice des prix à la consommation, dès que vous avez des hausses ou des baisses des prix de l'énergie, vous avez des fluctuations gigantesques. Si j'en reviens un instant sur les Européens, l'un des problèmes que nous avons en Europe, c'est que quand on dit qu'il faut avoir une inflation aux alentours de 2% dans une perspective de moyen-long terme, ça veut dire que certains ont moins de 2% et d'autres ont plus de 2%. Et parfois, pour ceux qui sont les plus compétitifs, il est nécessaire, si l'on veut avoir stabilité des prix au niveau de l'ensemble de la zone euro, qu'ils aient une inflation nationale supérieure à la moyenne et même très supérieure à la moyenne. C'est ce qu'on peut attendre, si vous voulez, de la zone euro et de chaque pays de la zone euro dans une perspective d'équilibre, de cohésion de la zone euro à long terme. L'Allemagne est plus compétitive que la plupart des autres pays, la totalité ou quasi-totalité, les Pays-Bas aussi, dans une certaine mesure l'Autriche aussi. Ces pays, normalement, doivent avoir une inflation nationale supérieure à la moyenne. Et la France ou l'Italie, d'autres pays qui sont moins compétitifs, qui ont du chômage, c'est le cas aujourd'hui, qui ont un déficit de balance des paiements courants, doivent avoir une inflation nationale inférieure. Il faut bien voir, si vous voulez, que la moyenne n'est pas exactement ce que chaque pays doit faire. Après, votre grille de lecture justement sur cette inflation, on a de concert BCE et FED qui nous disent mais c'est temporaire, c'est une bosse d'inflation, c'est transitoire, il n'y aura pas de dérapage de prix à redouter. Vous êtes sur cette même ligne-là, vous aussi? Écoutez, d'abord, ça fait 10 ans que l'ensemble des banques centrales des pays avancés essayent d'avoir une inflation en ligne avec leur définition de la stabilité des prix. Elles ont échoué. Ils étaient en dessous. Alors oui, ils ont échoué, en effet. Donc c'est une bonne nouvelle quand même que l'on sorte, si vous voulez, de cette période de 10 ans pendant laquelle on était à 0,5, 1, 1,5, en tout cas dans une configuration qui était très en dessous de ce qu'était, si vous voulez, la définition de la stabilité des prix, qui est la même, retenez bien ça, qui est la même au Japon, aux États-Unis, en Europe, dans tous les pays avancés, à savoir autour de 2%. Alors, on va voir encore une fois comment les Européens et la Banque Centrale Européenne, avec Christine Lagarde, vont cristalliser, disons, leur revue. Mais au total, c'est ça. Et les Américains ont confirmé les 2%. C'est très important. Mais au total, donc, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on sorte de cette période. Les marchés voient ça comme une horreur absolue, parce qu'effectivement, les taux et l'accommodation, y compris le quantitative easing, risquent d'être moins accommodants. Mais ce qui compte, c'est évidemment le moyen-long terme. Ce qui compte, c'est de réancrer toutes les anticipations de manière raisonnable sur une stabilité des prix raisonnable. Donc moi, j'ai tendance à considérer que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on sorte d'une période d'inflation misérable, frisant la menace de déflation. On se normalise, mais il n'y a pas de dérapage des prix et de valse des étiquettes. On va voir. Et il faut évidemment rester vigilant. Je m'attends à ce que les banques centrales... Alors, c'est moins prégnant pour la Banque Centrale Européenne, encore une fois, parce que dans le cycle des affaires, elle est en retard. pas en retard, mais elle est décalée. C'est pas un retard, c'est un décalage. Mais aux États-Unis, il faut qu'ils soient vigilants. Et d'ailleurs, les marchés sentent bien que la Banque centrale américaine, même si elle dit « je vais rester accommodante à très long terme », ne le sera pas réellement s'il y a une vraie menace. Autrement, les taux de marché ne monteraient pas. Ça exercera une pression le jour où la Fed commencera à bouger ses pions là-dessus et annoncera, je parle juste de communication, d'annoncer effectivement un tapering possible avec un calendrier sur plusieurs mois.
Ça mettra aussi la pression sur la BCE. J'espère qu'on n'aura pas le même phénomène que celui qui s'était passé avec Ben Bernanke, qui avait annoncé le tapering sans encore l'enclencher, et ça avait provoqué une hausse des taux considérable. Pourquoi on ne serait pas de nouveau dans cette configuration? Comment on l'évite? Je pense qu'ils seront beaucoup plus précautionneux. C'est d'ailleurs ce que les guides qu'ils donnent pour le futur, si vous voulez, signalent. Donc la déconnexion des deux, ils ne veulent pas que le simple fait d'engager en effet le resserrement du robinet, hein, c'est ça le tapering, c'est qu'on resserre le robinet des acquisitions, mais tout en le continuant pendant un certain temps. Il ne faut pas que ça déclenche en même temps ce qui ne serait pas souhaité, à savoir des hausses de taux d'intérêt. Enfin, on va voir comment tout ça va être organisé. Ouais. J'ai plutôt confiance quand même dans le fait que la Banque centrale américaine, quoi qu'elle dise, ne voudra pas laisser, si vous voulez, les marchés eux-mêmes se déchaîner parce qu'ils n'auraient plus confiance dans la capacité de la Banque centrale à assurer la stabilité des prix dans une perspective de moyen-long terme. Mais sur quels choix vont se faire BCE ou Fed? Sur quels paramètres? Quels sont les paramètres qui seront regardés pour justement se dire, voilà, pour mener à une annonce de la Encore une fois, on parle juste de l'annonce, on ne parle pas de la mise en œuvre, on parle de l'annonce. Mon sentiment est que le timing est important, ce qui compte, c'est évidemment, comme je le disais, les anticipations d'inflation à moyen terme, moyen-long terme. Qu'est-ce qu'il en est, si vous voulez, des anticipations d'inflation par l'ensemble, disons, des économistes, et en tout cas des économistes de la Banque centrale, et aussi par l'ensemble des économistes du secteur privé, et aussi par les marchés, à 5 ans, par exemple. Quelle sera leurs anticipations d'inflation dans une perspective de 5 ans? Et même à 5 ans, dans 5 ans. C'est-à-dire, quelle sera l'anticipation d'inflation? Comme vous le savez, on peut extraire ces informations des marchés. Tout ça, c'est de l'intuition. Non, ce n'est pas de l'intuition. Non. Ça se calcule. Ouais. Alors, ça se calcule et il faut corriger parce que les marchés n'ont pas évidemment toujours raison. Au contraire, de temps en temps, ils se trompent. Mais au total, si vous voulez, on peut recouper toutes ces analyses économiques, d'analystes économiques confirmés et ce que l'on peut extraire des marchés. Mais ce qui compte pour l'ensemble des banques centrales des pays avancés, certainement des deux côtés de l'Atlantique, c'est est-ce qu'on ancre correctement les anticipations d'inflation ou bien est-ce qu'il y a un désancrage? Alors, désancrage en dessous de 2%, frisant le zéro, ça c'est une catastrophe aussi parce qu'on n'a pas envie de la matérialisation d'un risque de déflation. Et désancrage à la hausse. Parce que alors là, ça déséquilibre la totalité de l'économie et évidemment, on peut entrer alors dans une spirale prix-salaire qui risque d'être très dangereuse. Ouais, et encore une fois, l'Europe n'est pas les États-Unis. En Europe, il faut ensuite décliner les recommandations pays par pays. Ouais. Pays très compétitifs peuvent avoir une inflation supérieure et même nettement supérieure à 2%. Je vous rappelle que l'Allemagne, avant l'euro, pendant les 40 années qui ont précédé l'euro, avait une inflation annuelle moyenne à 2,9%, donc presque 3%. Et on est donc en présence, si vous voulez, de chiffres pour quelques années, éventuellement pour l'Allemagne, qui ne sont pas aberrants par rapport à sa propre histoire, dans une configuration, évidemment, où il y a plein emploi. Ouais. Encore une fois, le guide, c'est plein emploi ou absence de plein emploi. Ouais. Absence de plein emploi, il faut faire très attention à ses coûts en permanence. S'il y a plein emploi, alors on peut laisser, en effet, les augmentations de coûts, et notamment de traitements et salaires, augmenter. Jean-Claude Trichet, sur le plan d'urgence pandémique de 1 850 milliards d'euros de la BCE, il est censé aller courir jusqu'au moins mars 2022. On sait ou c'est trop tôt pour le savoir? Est-ce qu'il faut qu'il aille à son terme? Est-ce qu'il faut... La Banque centrale européenne a dit clairement qu'elle était extrêmement flexible et que ce n'était pas parce qu'elle avait affiché un montant total aussi important, et en effet salué d'ailleurs dans le monde entier comme étant la preuve d'une activité nécessaire de la Banque centrale, c'est pas parce qu'elle avait affiché ce chiffre qu'elle devait nécessairement tout dépenser. Elle l'a dit publiquement. On va voir, si vous voulez. Moi, ce que j'espère, c'est que l'économie repartant, la croissance étant là, et effectivement, dans les dernières indications de croissance que l'on peut avoir dans la zone euro et en France, comme je le disais, on est décalé par rapport au cycle américain, mais on est quand même en pleine croissance maintenant.
Et c'est très heureux, c'est nécessaire évidemment. En espérant que ça tienne. C'est très heureux, aussi, c'est nécessaire. Au-delà du rebond. Et j'espère naturellement que ça va tenir. Et il faut d'ailleurs que l'ensemble des décisions soient en ligne avec cette croissance saine, hein, pas une croissance malsaine. Je l'ai dit, je considère que la croissance américaine est en partie malsaine, pour des raisons que j'ai déjà énoncées. Ouais. Donc au total, on va voir. Mais je me situe, si vous voulez, dans une perspective plutôt optimiste, où les choses repartent, où clairement la hausse des prix est plus raisonnable qu'elle ne l'était auparavant dans une perspective de moyen-long terme, et où il apparaît moins nécessaire, progressivement, pour la Banque Centrale Européenne, d'être aussi accommodante, notamment par ses acquisitions de valeurs négociables. Donc ça sera quelque part en 2022 ? Ben, on va voir. On verra, l'avenir nous le dira. On va sortir de cette crise, Jean-Claude Trichet, avec une dette mondiale. J'insiste, et vous connaissez les chiffres, public et privé. Public, privé, ce sont les entreprises, les particuliers, au plus haut historique ever. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nos économies sont encore plus sensibles à toute hausse des taux d'intérêt, et donc nos économies sont plus fragiles en cette sortie de crise qu'elles ne l'ont jamais été. Il faut l'avoir en tête, ça vous en pensez quoi ? Bien sûr, nous sommes dans une perspective, non seulement pour les pays avancés, mais l'ensemble de l'économie mondiale, vous l'avez dit, qui est très anormale. Nous savions que la très grande crise financière que nous avons vécue avec Lehman Brothers était liée pour une bonne part à un excès de crédit, à un excès d'encours de dette. Il n'y avait pas de doute sur une partie de l'origine de cette crise. Il y avait d'autres causes, mais enfin c'était l'une des causes principales. Il est complètement aberrant qu'on ait continué après la crise à avoir des augmentations, en effet, très importantes des encours de dette dans la quasi-totalité des pays avancés, des deux côtés de l'Atlantique, pas dans tous tout à fait, mais dans la quasi-totalité, et certainement aussi dans les pays émergents. La France, d'ailleurs, malheureusement, est dans cette situation où, après la crise précédente, pendant les 10 années qui ont suivi, on a continué à accumuler des encours de dette en proportion du PIB, dette publique, dette privée. Les deux, d'ailleurs, sont soulignés par la Banque de France comme étant une vraie anomalie. Mais donc, vous me voyez venir, l'idée, c'est de se dire, mais les banques centrales sont condamnées, du fait de ces tombereaux de dettes publiques, privées dans le monde, à être en difficulté pour remonter véritablement les taux d'intérêt. Les banques centrales, encore une fois, seront jugées par nos concitoyens qui restent très attachés à la stabilité des prix. Ils ne veulent pas de la déflation, ils ne veulent pas non plus de l'inflation. D'ailleurs, ce sont les plus démunis, les plus défavorisés qui souffrent le plus de l'inflation. Donc les banques centrales devront assurer la stabilité des prix. Elles ne peuvent pas se permettre de dire « oh, je ne veux pas trop perturber les marchés » et par conséquent, encore une fois, dans une perspective de moyen-long terme, je laisse l'inflation se transformer en hyperinflation. C'est évidemment totalement exclu et je crois que personne ne fait cette hypothèse, certainement pas non plus les plus ardents, si vous voulez, participants du marché. Donc j'ai confiance dans la capacité des banques centrales, partout dans le monde avancé, à assurer, si vous voulez, une stabilité raisonnable des prix dans une perspective de moyen-long terme. Mais c'est vrai que ça ne simplifie la vie de personne, et avant tout certainement pas la vie des pays eux-mêmes et des concitoyens dans ces pays eux-mêmes que d'avoir une accumulation. D'ailleurs, je prends l'exemple de la France, parce que la France a un problème culturel. Elle trouve très bien continuer d'accumuler des dettes. Ce qui a été fait avec le Covid n'est pas contestable, à mon avis, absolument pas contestable. On était en présence de la crise la plus grave ever. Bon, c'est normal donc d'avoir pris des mesures à la fois publiques avec les gouvernements et aussi du côté de la Banque centrale. C'est normal. Mais en revanche, immédiatement avant la crise, on avait accumulé des dettes supplémentaires, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les sensibilités. C'est un problème culturel français, à mon avis. On était au niveau des Allemands en 2007. 64% du produit intérieur brut en cours de dette publique en proportion du PIB. Ensuite, alors, nous avons galopé. Nous sommes arrivés juste avant la crise à un niveau qui était de l'ordre de 98% et les Allemands étaient à 60%. Donc il y avait 38% de différence. Faut plus regarder aujourd'hui. 38% de différence sans crise. Oui, sans crise. Bien sûr, ni celle de Lehman Brothers, ni celle du Covid. Je comprends le point. Certains vous diront aujourd'hui, c'est plus ça qu'il faut regarder. Aujourd'hui, ce qu'on regarde, c'est la charge d'intérêt rapportée au PIB. Elle n'a jamais été aussi faible. Il faut arrêter de regarder. Mais non, il ne faut pas arrêter de regarder précisément. Ça. Oui. Mais ceux-là ont tort, évidemment. Et ceux-là ont tort, et d'ailleurs,
la différence sera faite entre les pays qui ont des encours importants de dette en proportion du PIB et les autres. Donc, ce qui est quand même grave, c'est que... Ce qui est important, c'est que la ce qui est grave, c'est ce qu'elle coûte, cette dans dette. notre pays, il y a une sorte d'accoutumance à la dépense publique éternelle. C'était pas normal d'augmenter. J'ai dit que l'ensemble des pays avancés s'étaient laissés aller, mais pas à ce point. Pas à ce point, si vous voulez. Donc, il y a... Là, je compare avec l'Allemagne, parce que l'Allemagne est notre grand partenaire en Europe, et on se compare toujours un peu avec eux. Mais on était au même niveau, encore une fois, en 2007. 64%. Ce qui paraît loin aujourd'hui. Aujourd'hui, ça paraît incroyable. Alors, le Covid a ajouté encore, mais il n'a pas transformé. Si vous voulez, ce qui est anormal, c'est que dans une période qui n'est pas une période de crise, on se retrouve avec des décalages pareils. Ça, c'est le mal français, diront certains. On se finit là-dessus juste. Mais il faut corriger ça. Ouais. Il faut corriger ça, parce que sinon, on le paiera très cher. Il faut corriger ça. Pour vous, Jean-Claude Trichet, où sont les principaux risques financiers aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, vous avez au-delà de ce qu'on a évoqué énoncé le premier d'entre eux, c'est-à-dire en effet l'accumulation des encours de dette, d'une manière générale, publique et privée. Et il faut insister là-dessus, comme le fait la Banque de France. Alors, par ailleurs, nous avons évidemment, avec l'accommodation des banques centrales, des poches comment dirais-je, de bulles, oui, si on veut. Où sont les poches de bulles financières aujourd'hui ? Où sont les poches de bulles ? À beaucoup d'endroits différents, comme il est bien compréhensible, certainement dans un certain nombre d'obligations privées qui elles-mêmes se sont mises à enfler considérablement. On peut identifier, si vous voulez, toute une série de marchés, de sous-marchés. Regardez les crypto, je ne dis pas currency, mais les crypto actifs qui eux-mêmes sont des valeurs spéculatives qui, clairement, si vous voulez, sont branchées sur une accommodation générale très très importante. Ce sont les effets secondaires, ça, des secondaires des banques centrales que de faire flamber le Bitcoin. Il faut faire le lien direct. D'une manière plus générale encore, clairement, les valeurs d'actifs dans les bourses sont, à mes yeux, ne sont pas celles qui correspondent à un équilibre raisonnable de moyen-long terme. Il y aura des corrections, certainement. Pour vous, il y a une bulle sur les marchés actions ? Oui, à l'évidence. Bien, enfin, encore une fois, ça dépend. Il faut regarder tel ou tel marché. Les opérateurs regardent en ce moment les États-Unis et l'Europe et ils se disent, bon, l'Europe est décalée par rapport aux États-Unis, il vaut mieux investir en Europe qu'aux États-Unis, ce qui veut dire qu'ils considèrent en effet que les prix américains en price-earning ratio sont très très élevés, et c'est vrai. Donc, mais d'une manière générale, effectivement, on a bien, en effet, une sorte de gonflement des valeurs d'actifs, en tout cas de ces valeurs d'actifs-là, qui doit être comprise, si vous voulez. Ça n'est pas, je ne dis pas qu'il est aberrant. Avec le risque que ça éclate le jour où les taureaux montent. Je ne dis... Le jour où la situation se normalise, l'ensemble des prix doivent normalement retrouver leur vraie valeur. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, me semble-t-il. Bon, quand tout se passe bien, parfois les choses sont un peu plus brutales, mais on n'y est pas encore. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jean-Claude Trichet, donc ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. C'était un plaisir. Merci.